si tu nais pauvre, en France, tout se passe pour que tu restes pauvre. La pauvreté en termes monétaires, c'est tu gagnes moins de 1200 € net par mois par personne pour vivre. Il va lui falloir 6 générations en moyenne pour sortir de la pauvreté. Donc 180 ans. Voilà. Bon courage, ok. Je me suis aperçue que Sephora s'est inclus dans un gros paquebot qui est LVMH, à l'enjeu de vendre des produits qui sont un peu superflus, tu vois. Et du coup, ça allait pas assez loin pour moi. J'avais envie de m'engager plus profondément et je pars directement de LVMH à une asso, quoi. Et c'est quoi un peu le salaire auquel on peut s'attendre quand on bosse dans ce type d'association? En t'entres en poste 35 000 € et le salaire de la DG. Ça a des impacts sur le développement de ton cerveau si tu peux pas changer tes couches autant qu'on devrait le faire. T'es surexposé à des facteurs de stress, du stress physique, psychique. Tu développes pas ton cerveau et tes capacités cognitives, pré-langagières, mathématiques, socio-émotionnelles. On est dans un des pays les plus taxés, il y a plein d'impôts directs ou indirects. Ne nous dites pas qu'on n'en fait pas assez pour les pauvres. La France, c'est pas un pays socialiste. Oui, on dépense beaucoup d'impôts. Ces allocations, elles viennent en correction d'une pauvreté qui existe déjà. Tout est dépensé pas mal sur l'aval. Il n'y a pas beaucoup qui est investi sur la prévention. Ça m'étonne pas que les pouvoirs publics en aient rien à foutre parce que le but des pouvoirs publics c'est d'être réélus à la prochaine élection. Donc ils vont acheter des voix avec les chômeurs et les retraités. Et c'est vrai que si tu as un enfant entre 0 et 3 ans, on peut pas changer les couches, ça embête de résoudre un problème qui sera là dans 15 ans. J'entends la défiance qu'il y a un peu derrière qu'est-ce qu'on fait de vos dons. Je pense que la période où les assos faisaient n'importe quoi avec le don des gens, c'est révolu. Maintenant, on est vraiment audité de manière ultra rigoureuse. C'est très difficile de restaurer la méfiance qu'il y a eu vis-à-vis des assos. Dans un pays, dans un État, pour qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait des princes et des mendiants. Il faut qu'il y ait des gouverneurs et des gouvernés. Évidemment, si t'as des privilèges, t'as pas envie qu'ils soient redistribués, quoi. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Métiers de rêve. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la méritocratie et la mobilité sociale. C'est la raison même pour laquelle j'ai créé ce talk show. Et pour parler de ce sujet, on est avec Morgane. Écoute Morgane, déjà bienvenue dans Métiers de rêve. Merci. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu fais aujourd'hui? Oui, je travaille dans une association qui s'appelle Break Poverty et qui travaille contre les inégalités sociales en France. On a une action préventive, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer aux racines du déterminisme social en France en axant notre action sur les enfants et les jeunes et leur accès au diplôme. Et on a eu aussi une action qui a une visée systémique, c'est-à-dire que non content de développer des programmes pour venir en aide à nos bénéficiaires, on va aussi faire une mission de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Alors, est-ce que, pour revenir au début, tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu tu as grandi et quelles études tu as faites? Oui, j'ai grandi à Puteaux, donc dans le 92. J'avais une maman qui était infirmière de nuit et mon père était commercial dans une entreprise. J'ai fait mes études dans le public, dans un lycée à Rueil-Malmaison. Et ensuite, j'ai fait une prépa et puis HEC. HEC, c'est passé comment? Il y a beaucoup de légendes sur cette école. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée ton aventure là-bas? Moi, ça s'est très bien passé. J'ai adoré pratiquer des activités que j'avais pas eu l'occasion de pratiquer et de découvrir quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai énormément voyagé, j'ai pu faire des échanges à l'étranger. Moi, j'ai vraiment très bien vécu mon école, même si aujourd'hui c'est beaucoup décrié, mais moi, je me suis vraiment éclatée là-bas. Ok. T'as fait des assos, quel voyage ou quel... Écoute, j'étais dans une asso de théâtre notamment, donc qui était top. En termes d'asso, j'ai fait de l'onologie pendant quelques années. J'ai découvert un peu le milieu de la voile aussi. Donc voilà, c'était pas du tout des activités que je faisais quand j'étais enfant. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Tu te rappelles un peu dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là et vers, je sais pas, tu sais, à chaque fois dans les écoles, il y a souvent des modes. Parfois, la mode c'est la finance, le conseil. Parfois, c'est l'entrepreneuriat. Toi, c'était quoi un peu la mode à ton époque et toi là-dedans, c'est quoi qui te chauffait comme carrière professionnelle? Moi, j'étais pas du tout attirée par ni la finance ni par le conseil. On nous poussait beaucoup en dernière année à HEC à monter notre boîte. On bénéficiait de beaucoup d'accompagnement de la part des profs et de la structure HEC pour ça, pour monter notre boîte. Mais en fait, moi, j'avais besoin de gagner de l'argent dès ma sortie d'école. Okay. Et c'était pas forcément une voie. Du coup, je me sortais pas les jambes de lancer mon entreprise. La finance et le conseil non plus. Enfin, je trouvais que ça permettait pas forcément bien de kiffer, de pouvoir voyager. Et il y avait un peu une dernière voie qui était plus généraliste. Et donc, moi, j'ai toujours eu un profil très généraliste, enfin, même au lycée, qui était plutôt le marketing. Ok. Donc, c'était pas forcément la voie royale, mais parmi les carrières en marketing, t'avais un type de contrat qui se démarquait, c'était les graduate programmes. Donc, à l'époque, il y avait des grosses boîtes comme Orange, Unibail-Rodamco, qui lançaient des graduates. L'idée, c'est qu'en fait, tu fais plusieurs missions, généralement de 6 à 8 mois, dans un métier de la boîte. Et tu les enchaînes comme ça pour avoir une vision un peu plus 360 de l'entreprise. Et le graduate programme, ça dure combien de temps? Genre 2 ans? Ouais, généralement, c'est 2 ans, exactement. Donc tu vas faire genre 4 missions sur 2 ans à des endroits géographiques différents, dans des... Ouais. Ok. Exactement. Et du coup, moi, j'ai postulé au graduate programme de Sephora, qui appartient au groupe LVMH, qui se lançait pile l'année où moi, j'avais terminé mes études.
Et c'était énorme parce qu'en fait, plutôt que de m'enfermer entre guillemets dans un CDI où j'allais faire d'emblée le même boulot, truc qui m'angoissait un peu parce que j'avais envie de toucher à tout. Ben là, je pouvais déjà avoir un fast track et en fait me permettre de découvrir 4 postes différents en 2 ans et de bien comprendre l'entreprise. Ensuite, on était une promo de 8 personnes qu'on allait être intégrées ensemble dans l'entreprise. Ça allait aussi avec une idée de rejoindre le groupe LVMH, c'était m'assurer de pouvoir évoluer en termes de produits, en termes de métiers. Il y a toutes les maisons du groupe en fait qui s'ouvraient à moi, donc c'était vraiment une superbe porte d'entrée en fait pour travailler en marketing. Ok. Et quand tu fais un graduate programme comme ça, t'es un peu chouchouté par les RH, enfin ils te suivent un peu comme profil à haut potentiel pour la suite et tout. C'est un peu ça qui te vendent quoi ou... Ouais, c'est complètement ça qui te vendent. Okay. En fait, ils t'attirent en te disant voilà, vous allez avoir un programme sur mesure, vous allez pouvoir choisir les 4 missions que vous allez faire, etc. Et franchement, à ce titre, c'était drôle parce que du coup, comme on était 8 à avoir été embauchés exactement sur le même salaire, je me rappelle que on se mettait ensemble pour réfléchir à notre négo salarial. On avait vraiment la motive, quoi. On allait voir les RH et on négociait tout ensemble. Genre, la RH, elle voyait 8 personnes qui débarquent dans son bureau. Ok. Ouais. C'était vraiment. Ça marche, cette stratégie de négo? Ça marchait. Ça marchait bien, ouais. On était mieux payés, on va dire, que les juniors qui avaient des postes équivalents. Donc, oui, ça fonctionnait plutôt bien. Mais après, ça se jouait à 2-3 cas à l'époque. Okay. Hein. C'était quoi un peu les salaires, tu te rappelles, là-dedans ou pas? Ouais, j'ai été embauchée à 38 000. Ok. En fixe. Après, tu avais participation intéressement. Et donc, comme Sephora, c'est la cash machine de LVMH, il y avait des bons bonus. Et après, d'année en année, peut-être qu'on gagnait 2 cas par an. Donc, je pense que au bout de 2 ans, je devais être à 42, un truc comme ça. Ouais. Et c'est beaucoup par rapport aux autres boîtes en marketing, parce que tu vois, il y a certaines boîtes, Google dans la tech, Goldman dans la banque, qui te disent, bon, on te paye un peu moins que les autres, mais tu vois, t'es chez Google ou t'es chez Goldman, donc tu fermes ta gueule, tu vois. Genre, LVMH, c'est le même principe en mode, on est les stars, donc on vous paye un peu moins, mais vous allez apprendre beaucoup plus chez nous. Ou non? Non, je pense pas. C'est plutôt l'inverse, quoi. Ouais, je pense honnêtement qu'on était bien. On était bien. Il y avait peut-être L'Oréal, en fait, dans les carrières en marketing qui était équivalent à LVMH. Mais vraiment, moi, j'ai adoré mes premières années. Enfin, le graduate et les 2 ans que j'ai passé après sur mon poste fixe étaient vraiment ouf. Enfin, j'ai énormément appris. C'était la continuité de l'école de commerce, tu vois. J'étais pote avec mes collègues, il y avait des soirées. Enfin, c'était ouf, vraiment. Et... Ouais, ça, c'est la continuité de l'école. Comme tu dis, il y a un peu toujours cet esprit de promo. Tu disais, vous étiez 8. Voilà, il y a un continuum générationnel où t'as les promos un peu d'au-dessus qui t'expliquent comment ça va se passer pour la suite. T'es dans un cadre toujours assez scolaire et tout, et quand t'as un profil où t'aimes bien l'école, en général, t'es aussi à l'aise là-dedans, quoi. Et puis, ça te permet aussi de découvrir 4 métiers différents. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai fait un poste au siège en marketing produit. Ensuite, j'ai fait 6 mois en filiale sur de l'achat. Donc, tu vois, c'est différent. J'étais à Madrid. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai dû bosser en espagnol. Enfin, c'était hyper enrichissant. Okay. Ensuite, j'ai fait 6 mois de terrain où j'étais directrice d'un magasin. Donc, tu vois, c'est encore complètement différent. Et c'est une expérience qui, encore aujourd'hui, me sert beaucoup d'avoir été sur le terrain. Et ensuite, j'ai fait 6 mois dans le poste que j'avais gardé par la suite en marketing digital. Ok. Il y en a un qui t'a plus marqué que d'autres dans ces 4 expériences ou... De très loin, l'expérience en magasin. Enfin, c'était ouf, quoi. T'as l'impression d'avoir ta petite entreprise. Donc, c'était quel magasin? T'étais où? C'était à Versailles, le Sephora de Versailles. Ok. Et puis voilà, tu dois d'un seul coup manager des personnes. L'aspect RH est hyper important. Tu dois aussi faire de la vente, expliquer à des clients quand il y a un scandale, comment les gérer. Tu gères en fait ta petite entreprise. Tu comptes ton stock, ton inventaire. Tu dépouilles ta caisse. Tu dois gérer des vigiles. On a eu des problèmes avec un vigile qui volait. Enfin. Ah ouais. Ouais, en 6 mois, j'ai vu beaucoup de choses en magasin, beaucoup plus, je pense, que ce que j'ai vu au siège. Ouais. Et alors explique-moi, parce que moi j'y connais rien. Tu vois, qu'est-ce qui va faire que c'est, je sais pas, les produits Givenchy ou Yves Saint Laurent à tel endroit et tout? Est-ce que c'est genre des espaces publicitaires, les mecs qui payent plus ou moins cher pour leur... Ouais, c'est ça. Ok. Oui. En fait, on a des animations en magasin. Donc, t'as des animations qui sont dealées entre la marque et Sephora pour qu'ils aient des emplacements plus ou moins premium. Okay. Et donc, ça va avec des réductions, avec une animation de la surface de vente. Donc, en fait, tu animes ton staff pour qu'ils orientent les clients vers les marques animées. Ok. Voilà. Et puis parce qu'il n'y a pas des gars de la marque qui sont là. C'est que des... Ok. Ouais, c'est mixte. Ok. T'as à la fois tes propres ressources humaines, donc des personnes qui travaillent pour Sephora, et de temps en temps, la marque paye aussi des représentants qui viennent animer uniquement sur leur marque chez Sephora. D'accord. Donc les gars de Sephora, c'est un peu des rabatteurs, ils te disent le Yves Saint Laurent il est là-bas et tout ça, et après sur le stand Yves Saint Laurent, c'est le gars d'Yves Saint Laurent qui gère quoi. Ouais, ça peut se passer comme ça. Ok, j'ai une conception assez floue des Sephora, j'y suis pas rentré souvent, mais ok. À ce moment-là, t'as une carrière un peu toute tracée chez LVMH, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, à l'issue du graduate programme, j'ai repris un poste permanent dans l'équipe digital CRM. Donc là, mon rôle pendant 2 ans, ça a été de développer des applications sur toute la zone Europe-Moyen-Orient. Donc je voyageais beaucoup. C'était hyper cool en fait de voir comment on utilise la data des clients pour les pousser à acheter plus.
Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même peut-être un peu dommage d'utiliser mes compétences pour faire en sorte que des gens achètent plus de cosmétiques. Ouais. Et ça a été un peu un point de bascule, en fait, un moment où je cherchais le sens de à quoi j'utilisais mes compétences. Ouais. Et donc, j'ai essayé d'en parler en interne pour faire évoluer mes missions. Donc, dans un premier temps, j'ai pris des missions en plus de mon taf, mais c'était assez superficiel. Par exemple, tu vois, j'ai travaillé sur la digitalisation du ticket de caisse pour avoir moins d'impact. Mais bon, tu vois, ça allait pas suffisamment loin pour moi. Donc, j'avais repéré une formation en intrapreneuriat qui allait me permettre de apporter des solutions concrètes à Sephora pour switcher un peu le business model et essayer d'être plus vertueux. Alors juste intrapreneuriat, tu peux expliquer ce que c'est? Oui, donc c'est-à-dire en opposition à l'entrepreneuriat où tu vas vraiment monter ta boîte tout seul, intrapreneuriat, c'est mener des projets innovants et créatifs à l'intérieur de la boîte. Okay. Donc voilà, c'est moins risqué et ça permet quand même de faire un peu dévier tes missions du pur business pour apporter des choses plus innovantes et plus dans l'air du temps, quoi. Mais ça se passe comment? Tu peux faire un peu ce que tu veux, t'as un comité dans la boîte et tu dis voilà, moi j'ai une idée là-dessus et la boîte, je sais pas, il y a un jury qui te dit OK, là tu peux y aller parce qu'il y a quand même un lien avec ce qu'on essaye de faire ou pas. Enfin, c'est comment il se passe le processus de création, quoi? Ouais, il faut clairement que tu proposes une solution qui soit innovante mais qui aille dans le sens du business model de ton entreprise. Okay. Et c'est justement là que ça a pas fonctionné, c'est que en fait donc ils m'ont payé cette formation. Moi aussi j'ai mis la main au pot, enfin tu vois, j'ai essayé vraiment de me donner les moyens de faire cette formation que j'ai suivi, et c'est là que j'ai découvert en fait des pionniers du business as a force for good, tu vois, des gens vraiment qui mettaient au cœur de leur business model l'impact en fait. Okay. Et du coup cette formation, comme je la faisais en plus de mon taf, ça a été assez long, ça a été sur une période de 8 mois. Et à la fin, je me suis aperçue que en fait Sephora c'est inclus dans un gros paquebot qui est LVMH et qui structurellement au cœur de son business model a l'enjeu de vendre des produits qui sont un peu superflus, tu vois. Et du coup ça allait pas assez loin pour moi. Le but d'LVMH, mais comme toutes les boîtes, c'est de faire de l'argent, quoi. Enfin, c'est a priori. Alors, c'est pas le but de toutes les boîtes. Il y a des entreprises qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Okay. Et qui, du coup, ont un intérêt lucratif qui est limité. Et aux côtés des entreprises de l'économie sociale et solidaire, tu as aussi des fondations, des coopératives, des associations qui fonctionnent comme des entreprises, mais ce qui va vraiment les distinguer, c'est que t'as pas cet objectif du profit au-delà de l'utilité sociale. Et du coup, moi, à la fin de ma formation chez Sephora, je me suis vraiment aperçue que j'avais besoin de ce changement radical, que j'avais envie de m'engager plus profondément et dans une structure qui allait mettre vraiment toute son énergie au profit de l'utilité sociale, en fait. Ok, donc c'est ça, la définition de l'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises dont le but, c'est l'impact social, environnemental, ouais. ou autre, et c'est pas de générer des profits, quoi. Oui, alors il y a une loi qui a été dictée en 2014 qui définit précisément ce que c'est que l'ESS, mais en gros, je dirais qu'aujourd'hui, ça correspond à peu près à 10% des actifs en France, donc tu vois, c'est pas négligeable. C'est énorme, ok. Il y a un ministre de l'économie sociale et solidaire en France. C'est des entreprises, mais c'est aussi beaucoup des associations, des fondations, des coopératives. Et non seulement elles poursuivent pas un but strictement lucratif, mais souvent, ça va avec une gouvernance plus démocratique. Ça va avec des revenus qui sont limités, donc tu as moins d'écart entre le junior et le DG de ta structure. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et aussi, souvent, c'est des structures qui peuvent s'appuyer sur le soutien, non seulement des salariés, mais aussi de militants, de bénévoles. Et en fait, où du coup, l'action militante et l'engagement en fait au profit des valeurs humanistes que tu défends dans ta structure est très important. Donc voilà, c'est un peu plus éloigné du secteur complètement lucratif. Il y a beaucoup de profils comme toi qui ont fait HEC et qui se retrouvent dans l'économie sociale et solidaire, ou tu vois, peut-être que les gens qui bossent dans des grandes écoles, ils peuvent se dire, est-ce que c'est pas du gâchis, entre guillemets, tu vois, je pourrais gagner des millions, tu vois, en bossant en conseil, en banque et tout, pourquoi j'irais bosser dans l'économie sociale et solidaire, quoi, il y en a beaucoup qui font ça ou pas? Il y en a de plus en plus. Moi, honnêtement, dans ma promo HEC, on est vraiment pas mal. Enfin, je pense là à au moins 10-15 personnes en fait qui avons fait ce switch, pas forcément au même moment. Tu vois, moi, je l'ai fait après 4 ans de vie pro. Il y en a qui l'ont fait dès le départ, en fait, alors que moi, c'était pas du tout dans mon radar. Quand je suis sortie d'HEC, je savais même pas qu'on pouvait travailler dans une asso et être payé pour ça. Donc, voilà, j'étais très, très loin. Et il y en a qui le font maintenant. Enfin, tu vois, je suis hyper sollicitée. Je reçois tout le temps des messages sur LinkedIn pour parler de ma reconversion. Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir fait à peine une reconversion. Enfin, je suis pas devenue boulangère, tu vois. J'ai juste transféré mes compétences dans un autre type de structure. Mais du coup, non, on n'est pas très nombreux, mais de plus en plus. Et il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui parlent de reconversion, de crise de sens. Et puis après, il y a le choix aussi de est-ce que je me fais accompagner dans cette reconversion ou est-ce que je le fais tout seul et je pars directement de LVMH à une asso, quoi. Et ça, c'est plus dur. Ok. Alors revenons là-dessus, comment va se passer ta reconversion? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Est-ce que tu te fais accompagner par des coachs? Comment ça se passe? Oui, c'est hyper intéressant parce que justement, au départ, j'ai essayé de le faire seule. Donc j'étais chez Sephora, j'ai essayé de négocier une rupture co, qu'ils n'ont pas voulu me lâcher.
Du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, il faut que je trouve quelque chose tout de suite. Donc, je passe des entretiens avec des entreprises comme Vendredi, par exemple, qui est une plateforme de mécénat de compétences. Enfin, j'essaye de passer des entretiens un peu dans ce type d'entreprise. Et je m'aperçois que c'est pas si facile de faire la transition parce qu'en fait, ils connaissent rien. Et t'as quand même une grosse étiquette LVMH HEC sur le front. Donc, en fait, montrer. Et ça les fait pas kiffer. Bah, pas tant, non. En fait, ça montre pas que t'es méga investi, tu connais pas le milieu, tu connais pas les métiers, tu connais pas les enjeux. Enfin, t'as des compétences qui peuvent les attirer. Mais t'as aussi des personnes qui ont fait toutes leurs études dans ce milieu, donc tu vois, il faut aussi. C'est dur de rentrer dans l'économie sociale et solidaire en fait. Ça dépend quel poste tu vises. Moi, je voulais un poste stylé, tu vois. J'étais toujours hyper ambitieuse, et du coup, j'ai découvert en fait un programme de reconversion qui s'appelle On Purpose. Ok. Ça a été fondé par des anciens de McKinsey et ça existe dans 3 villes en Europe, donc Londres, Berlin et Paris. Ok. Et en gros, l'enjeu de ce programme de reconversion, donc tu passes des entretiens pour faire partie d'une cohorte qui pendant 1 an va transitionner vers l'économie sociale et solidaire. D'accord. Du coup, c'est des profils. Donc cohorte, c'est une promo, c'est ça, ouais. Une promo de personnes qui sont un peu dans le même cas que toi, qui se sont dit je vais faire full bif au début et puis ou autre chose, tu vas faire un truc, un métier lucratif en tout cas, et ensuite ils sont en train de se dire putain j'aimerais bien donner un peu de sens à ma vie et passer là-dedans quoi. Ok. Exactement. Donc t'as des gens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience pro. Okay. Donc moi j'étais parmi les plus jeunes. Je crois qu'il fallait être cadre. Donc tu vois ça fait quand même un tri en fait sur le niveau d'études. Et dans ma promo, t'avais pas mal de personnes qui avaient fait commerce, mais t'avais aussi des ingés, il y avait une avocate, il y avait une architecte, enfin t'avais aussi d'autres types de parcours. Et c'était sympa aussi d'être mixé avec des personnes qui avaient 40, 100 ans et plus, quoi, parce que du coup, on comparait nos expériences et c'était hyper enrichissant en fait pendant cette année. Ok, c'est trop bien. Ok, et donc t'as des trucs avec des mentors ou des je sais pas, des conférences de personnes qui t'expliquent le switch qu'ils ont fait, ou ça se passe comment pendant l'année avec On Purpose? Alors t'as plusieurs modalités. Mm-hmm. La première, c'est que pendant 1 an, tu vas enchaîner 2 missions en CDD de 6 mois dans des structures de l'ESS. Mmh. Donc, tu peux être placé dans une association, dans une fondation, dans une entreprise à mission. Et tous les vendredis après-midi, c'est banalisé. On se rejoint tous, toute la cohorte, pour suivre une formation. Okay. Donc, dans ces formations, nous, on a été formés à la communication non violente. On a écouté des témoignages de personnes, de Cécile Duflot, par exemple. Enfin, on a été exposé en fait à tous les métiers que tu as dans l'ESS pour vraiment acquérir en fait ce panorama de ok, avec mes compétences, qu'est-ce que je peux faire. Donc ça c'était pour les formations. On avait en plus de ça un mentor. Donc c'est une personne qui va t'aider à réaliser ta mission dans l'association, qui va te donner les clés, et du coaching personnalisé. On avait 12 heures de coaching dans l'année. D'accord. Parce qu'on est d'accord, toi quand tu te lances, tu sais pas forcément quelle cause, est-ce que ça va être l'écologie, est-ce que ça va être la pauvreté, est-ce que ça va être autre chose, tu te dis juste je veux donner plus de sens à mon boulot, quoi, c'est ça? Ou t'as déjà une cause en tête à ce moment-là? Ouais, moi j'avais une cause très précise en tête, je voulais vraiment agir pour la protection du vivant et de l'environnement. Okay. C'était vraiment le truc pour lequel au départ j'ai rejoint On Purpose. Et en fait, il se trouve que j'ai été placée dans 2 associations qui étaient plutôt à utilité sociale. Et c'est là que j'ai découvert vraiment que j'ai été convaincue que utilité sociale et écologique, ça allait de pair et qu'il fallait conjuguer les deux. Et du coup, vraiment, ça a été une super découverte pour moi. Moi qui étais, j'étais devenue végétarienne, j'avais arrêté de prendre l'avion, enfin, j'avais vraiment fait gaffe à tous ces enjeux environnementaux. J'ai découvert qu'il y avait d'autres enjeux sociaux qui étaient tout aussi importants, voire plus importants parfois. Et d'ailleurs, quand j'ai choisi mon métier, j'ai choisi volontairement de pas m'engager sur les causes qui me retournaient le plus le ventre, tu vois, parce que une fois que t'es engagé, en fait, c'est difficile de pas tout le temps penser à ça, tu vois. Donc, c'était important pour moi de séparer les deux. Et donc là, aujourd'hui, je travaille chez Break Poverty. Ok, tu te disais que ça allait être trop, quoi. Si tu bossais sur des sujets environnementaux, vu que c'est le sujet qui te tient le plus à cœur, ça allait être trop, quoi. Potentiellement, ouais, je me suis dit, je vais parler que de ça, en fait. Déjà, dans ma vie perso, je suis toujours la militante écolo de service. Ouais. J'avais pas envie, en plus, de travailler là-dedans et d'être... Ok, t'es la meuf qui, avec tes potes, tu t'arranges le covoiturage à 8 dans la caisse ou quoi, ou genre... Oui, ou bien on part en vélo. Ouais, plutôt, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et alors, justement, c'est un sujet dont j'allais te parler. Est-ce que c'est pas... on va y venir un peu après, j'anticipe un peu sur la suite, mais... Est-ce que c'est pas dur quand tu bosses dans une association, tu vois, 5 jours sur 7, toute la semaine, pendant toute l'année? Est-ce que la charge mentale, c'est pas compliqué, quoi? Est-ce que tu arrives quand même à avoir des moments où tu kiffes en soirée, t'es avec tes potes et t'essayes d'oublier un peu les causes pour lesquelles tu bosses? Est-ce que tu te sens pas coupable en permanence dans les moments de kiff comme ça, quoi? Déjà, ça fait que 2 ans que j'ai commencé cette reconversion, donc je pense que parfois c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Parce que quand j'ai des soirées avec mes potes qui ont fait HEC, qui sont restés dans cette trajectoire, HEC, conseil, je travaille à Dubaï, parfois oui, je me sens un peu en décalage, mais aussi ça enrichit nos échanges et moi j'aime bien être dans ce rôle aussi de poil à gratter, quoi. Donc j'aime bien provoquer des débats. Ensuite, en termes de charge mentale, là où tu le vis différemment quand tu es en entreprise chez Sephora versus quand tu lèves des fonds pour une asso,
c'est que je travaille dessus, mais j'ai toujours cet enjeu de me dire, bah mince, en fait, si je réussis pas à lever des fonds, potentiellement, on va devoir couper des programmes, arrêter d'aider des bénéficiaires. Et ça, c'est vrai que, bah voilà, c'est une vraie charge mentale. En fait, de te dire que ton métier a un impact pour le meilleur et pour le pire, quoi. Ok. Alors, je reviens sur ce que tu disais. Donc, tu découvres les enjeux sociaux en France. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce que fait ton association Break Poverty, je pense qu'il faut qu'on explique pas mal de choses. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que c'est la méritocratie? Comment tu définirais ça? La méritocratie, c'est quand tu te dis, si on veut, on peut. Ouais. La méritocratie, c'est se dire que tu vis dans une société où la répartition des opportunités et des récompenses, elle est directement liée à l'effort que tu mets. Okay. Donc c'est de dire, en fait, tout le monde a des opportunités et des récompenses équivalentes pourvu que cette personne mette ce qu'il y faut, quoi, comme effort. Ok, donc c'est un truc... Enfin, ça reste un truc assez utopique, ce qui veut pas dire qu'on peut pas essayer de s'en rapprocher, mais bon, a priori, je pense que tout le monde peut être d'accord sur le fait qu'il y a une méritocratie parfaite nulle part. Bon, par contre, on va y venir, on peut être plus ou moins loin de cet idéal, quoi. Alors, si je me positionne en bas de l'échelle de la méritocratie, si on rentre un peu sur l'état de la méritocratie en France, où est-ce qu'on en est en termes de méritocratie, de mobilité sociale, tu vois, déjà si on se positionne en bas de la chaîne, concrètement, être pauvre, ça veut dire quoi quand on dit de quelqu'un qu'il est pauvre, quoi? Oui, je veux juste revenir un tout petit peu en avant. Quand tu me dis la méritocratie, je pense que ce qui est important, c'est aussi de voir qu'il y a deux côtés du spectre. Ok. En fait, je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que si tu nais dans une famille très riche, très aisée, avec tes parents qui ont fait beaucoup d'études, t'as à peu près toutes les chances en fait qui sont réunies pour que tu gardes ce capital et que toi aussi tu restes riche une fois à l'âge adulte. Ouais. Et je pense que ça, généralement, on ne challenge pas trop dessus, quoi. Je suis bien placé pour confirmer ce point-là. Déjà, tu vois, il y a un côté de la méritocratie où ça n'existe pas en France, en fait. Parce que si t'es riche, tu restes riche. Donc t'as pas de risque, en fait, de devenir pauvre, à peu près, quoi. Là où généralement ça dérange plus, c'est quand je te dis que si tu nais pauvre, en France, et on va définir ce que c'est être pauvre, mais en France, tout le système éducatif va te laisser sur le côté du chemin. Et tout se passe pour que tu restes pauvre. C'est vraiment ça pour moi qui me dérange, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce combat qu'on mène chez Break Poverty, mon association. C'est qu'en fait, ça me titille de dire, bah, en fait, on nous vend l'école républicaine, on nous vend la France comme le pays de la redistribution des richesses, alors que honnêtement, statistiquement, c'est complètement faux, quoi. Ok, alors c'est hyper intéressant parce que oui, je pense que tout le monde se dit, grâce à l'école justement laïque, enfin voilà, tout le monde a accès en fait à l'ascenseur social d'une certaine manière. Alors justement, si on revient au début, donc être pauvre, c'est quoi? Alors être pauvre, t'as plusieurs manières de le définir. T'as la pauvreté en termes monétaires, donc là c'est tu gagnes moins de 1 200 € net par mois par personne pour vivre. Définition monétaire. Et après, tu as des définitions en termes de privation. Donc, par exemple, tu peux gagner plus de 1 200 € net par mois par personne, mais tu es pas capable de te loger correctement, tu n'es pas capable de te nourrir correctement, de te vêtir correctement, de te déplacer. Donc, en fait, voilà, là, on va se concentrer sur la partie, on va dire, économique pour simplifier, mais il faut avoir en tête que tu as un capital économique, mais tu as aussi un capital social et culturel qui est très, très important. Hein. Ok. Donc c'est 1 200 par personne. Donc, si c'est un foyer, je sais pas, une mère et un enfant, c'est moins de 2 400. Après, en fait, tu dois travailler en unité de consommation. Donc, c'est, en gros, pour le simplifier, c'est un peu comme quand tu calcules tes impôts, tu sais, les parts. D'accord. Fiscal. Donc, voilà, c'est. Ok. Mais pour simplifier, on se dit que si un enfant naît dans un foyer pauvre, c'est que ses parents sont en dessous de ce minimum. D'accord. Qui correspond à 1 200 €. Ouais, et c'est 60% du revenu médian, c'est ça? Exactement. Ok. C'est 60% du revenu médian, ouais. D'accord. Donc t'as la pauvreté vraiment économique, factuelle, et ensuite t'as plein de privations de est-ce que tu peux te nourrir, est-ce que tu peux te chauffer, est-ce que tu peux te loger, tout ça. Ok. Ok. Très clair. À ton avis, il y a combien de personnes qui vivent sous ce seuil de pauvreté en France? Bah, du coup, si c'est 60% du revenu médian, et qu'on imagine un peu que c'est une gaussienne, le bordel, donc ça va faire quoi? Ça va faire moins de 60%, je sais pas. Non, j'en sais rien en vrai. Ça... Tu dois me donner juste un chiffre ou un pourcentage de la population. Je sais pas, 10%? C'est un tout petit peu en dessous, c'est 14,5%. Ok. Donc ça représente 9 millions de personnes en France qui sont pauvres. 9 millions de personnes sont pauvres, ok. 9 millions. Ah ouais. Et là où, je pense que, à ton avis, ces pauvres, qui ils sont? Quels âges ils ont? Je sais pas, c'est les vieux? Non. Ah ouais. Alors les seniors, c'est 6% des vieux, des pauvres, pardon.
Et les jeunes, les enfants, ils représentent 20% des pauvres. Donc les enfants, c'est quel âge et les seniors, c'est quel âge? Donc moins de 18 ans. En fait, si tu as entre 0 et 18 ans, tu as 20% de cette tranche d'âge qui est pauvre. Mhm. Et les seniors, je pense que ça doit être au-dessus de 65 ans. Tu vois, je sais pas exactement où est la barre, mais tu vois, c'est seulement 6% en fait. Ouais, en fait, ce qui est logique d'ailleurs, parce qu'en fait, les vieux, ils ont le temps d'accumuler un peu de la richesse toute leur vie, et les enfants, bah, a priori, si tu nais sans rien, t'as pas le temps de gagner des sous entre 0 et 3 ans, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ok. Et les mesures correctives arrivent plutôt quand t'es plus vieux que quand t'es enfant. Donc, ça explique aussi pourquoi t'as plus d'enfants qui sont pauvres. Mais du coup, c'est pas forcément l'image qu'on a de la pauvreté en France. En fait, typiquement, un pauvre en France, statistiquement, hein, je dis juste statistiquement, c'est quelqu'un qui a entre 0 et 18 ans, Ouais. généralement qui vit dans un foyer souvent monoparental. Ok. Foyer monoparental, mère célibataire dans 80% des cas. Ok. Généralement qui a des parents qui sont inactifs ou ouvriers. Et du coup, cet enfant, au fur et à mesure de sa vie, il va cumuler des difficultés qui vont faire que, en fait, il va lui falloir 6 générations en moyenne pour sortir de la pauvreté. Donc 180 ans. Voilà, Ok. 6 fois 30. Bon courage, ok. Comment, alors concrètement, comment ça se passe? Donc, si t'es un enfant et que tu nais pauvre, pourquoi c'est pas quand on veut, on peut, quoi? Bon, alors déjà, je juste m'appuie vraiment beaucoup sur cette stat qui est une étude de l'OCDE, qui est sortie en 2018, qui dit que si tu nais pauvre, tes enfants seront pauvres, tes petits-enfants seront pauvres, tes arrière-petits-enfants seront pauvres, etc. jusqu'à 6 générations. Et ça, c'est en France, hein? Ça, c'est en France. Okay. On est l'avant-dernier pays de cette étude de l'OCDE. Okay. Il y a uniquement la Hongrie qui fait pire que nous. Et si tu veux te comparer, en Espagne, il faut 4 générations en moyenne pour rattraper ce revenu médian. Et au Danemark, il faut que 2 générations. Donc, tu vois, la France... Le Danemark, ils sont dans les premiers, c'est ça? Voilà. Okay. Ouais, le Danemark est premier. Et donc, vraiment, c'est te dire que on nous vend vraiment la méritocratie en France, l'école républicaine. Mais c'est totalement faux. Enfin, il faut vraiment 6 générations pour sortir de la pauvreté. Ouais. Ce qui est un problème, quoi, a priori, quoi. On peut se dire, en fait, même si on a réussi, on peut se dire, putain, j'ai quand même j'aimerais bien que le jeu soit fair. Il y a plus de, c'est quoi la phrase? C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, quoi. Genre, tu te dis, j'aimerais bien, même si moi j'ai gagné, j'ai un bon métier, j'ai une bonne école, j'aimerais bien que le jeu soit fair au début. Et là, les dés ont l'air assez pipés, quoi. Ils sont complètement pipés. Okay. Enfin, tu vois, moi, certes, j'ai fait HEC, c'est super, hein, mais voilà, j'ai grandi dans une famille avec 2 parents qui étaient tous les 2 en activité. Donc même s'ils avaient fait pas ou très peu d'études, ils étaient tous les 2 en activité, ils étaient ensemble. Ouais. Et du coup, j'ai grandi dans des conditions qui ont fait que j'ai pu avoir un bac général, que j'ai pu faire une prépa et des études. Ouais. En fait, ouais, de base, si tu nais dans une famille monoparentale, t'as beaucoup moins de chance, quoi. En fait, c'est un peu plus compliqué, mais tu vois, généralement, quand tu cumules des signes de vulnérabilité, donc par exemple, famille monoparentale, revenu des parents actifs sous le revenu de pauvreté, ouais. Et en fait, tu cumules des signes de fragilité qui vont faire que tu grandis pas dans un environnement propice à ton épanouissement. Ok. Alors concrètement, je sais pas, mettons un enfant, il naît dans une famille pauvre, donc tu disais... le père s'est barré, il y a juste sa mère et qui est donc en situation de pauvreté, qui gagne non moins de 60% du revenu médian. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment cet enfant il va prendre du retard sur les autres? Ouais. Alors du coup, je vais essayer de rester juste en termes d'ordre de grandeur, mais voilà, je suis pas experte puisque ça fait qu'1 an que j'ai rejoint mon asso. Mais déjà, il faut savoir que si tu es pauvre et enceinte, tu as 3 fois plus de risques de donner naissance à un bébé de petit poids. D'accord. Donc ça veut dire que ton enfant, en fait, déjà, il va pas forcément... Dans le ventre, il prend déjà du retard. Ouais. Ok. Tu vois, en fait, il y a des études qui sortent sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. En fait, on te montre que ces 1000 premiers jours, ils sont vraiment cruciaux pour développer les capacités cognitives, prélangagières, mathématiques des enfants de 0 à 3 ans. Et du coup, en fait, entre 0 et 3 ans, tu grandis dans un environnement où tu es potentiellement privé de, je sais pas moi, les bonnes conditions de logement. Tu peux vivre dans un logement insalubre, t'es pas nourri correctement. Peut-être que tes parents, ils ont pas assez d'argent pour te changer les couches aussi souvent qu'il le faudrait. Enfin, ça paraît, enfoncer une porte ouverte, mais vraiment, quand tu grandis entre tes 0 et 3 ans, pas dans des conditions sereines, en fait, ça vient gréver ta possibilité de te développer à l'école par la suite. Ça a des impacts sur ton cerveau, sur le développement de ton cerveau, déjà entre 0 et 3 ans, si on peut pas changer tes couches autant qu'on devrait le faire. Ouais. En fait, t'es surexposé à des facteurs de stress, donc du stress physique, donc problème de nutrition, problème d'hygiène. T'es surexposé à des risques psychiques de stress, parce que tu vois tes parents en stress, ils ont pas le temps de te détendre, de prendre du temps pour toi, etc. Et du coup, ça fait que tu développes pas ton cerveau et tes capacités cognitives
pré-langagières, mathématiques, socio-émotionnelles, qui vont te permettre ensuite d'évoluer sereinement à l'école. Et aussi, tu vois, ça se voit beaucoup dans l'accès au mode de garde. Généralement, quand tu viens d'une famille favorisée, dans 30% des cas, tu vas aller à la crèche ou tu vas aller dans un mode de garde classique. Et ben, dans les familles défavorisées, c'est que 10%. Donc ça veut dire que t'es pas exposé à d'autres enfants, t'es pas stimulé de la même manière. T'es pas stimulé intellectuellement, ok. Pas autant, on va dire. Et malgré toute la bonne volonté des parents, c'est vraiment, faut vraiment pas stigmatiser les parents, parce qu'en fait, ils font tout, c'est juste qu'ils ont pas de bande passante. C'est des personnes qui vivent dans l'immédiateté de l'urgence. C'est-à-dire, où est-ce que je vais dormir ce soir si je suis en hôtel social, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Enfin, ils ont pas le temps de réfléchir à comment stimuler leur enfant. On est très très loin des enfants de cadres qui leur lisent les histoires tous les soirs, tu vois. Ok. Donc cet enfant qui a eu une enfance, enfin vraiment au niveau nourrisson entre 0 et 3 ans, enfin très stressante, qu'est-ce qui va lui arriver après dans le système scolaire? Alors déjà, on observe que tu as un écart de mots de 500 mots à 3 ans à l'entrée en maternelle entre un enfant issu de famille favorisée et un enfant de famille défavorisée. Et vu que ça c'est parce qu'il y a moins de livres, enfin ses parents lui lisent pas d'histoire ou quoi, ou c'est des trucs aussi cons que ça, ou c'est un peu plus complexe? Bah du coup c'est toutes les conclusions en fait du non-développement de toutes ces capacités cognitives, langagières, pré-mathématiques en fait. Ok. Et du coup c'est énorme. Enfin tu vois 500 mots d'écart c'est colossal. À 3 ans tu connais peut-être 2000 mots donc enfin c'est vraiment énorme. Donc tu rentres à l'école, tu comprends moins les mots donc forcément tu t'appropries moins les consignes qu'on te donne à l'école. Okay. Et aujourd'hui, tu vois, on observe des signes précurseurs du décrochage scolaire dès l'école primaire. Ok. C'est des enfants qui vont pas être dans un environnement favorable le soir pour faire leurs devoirs, qui juste ils ont pas une capacité de concentration. C'est comme toi quand tu vas au taf, t'es un peu fatigué, t'es un peu malade, et puis tu vois tes parents stressés. Enfin, t'as des choses en fait qui te préoccupent. Bah forcément en fait à l'école t'es moins concentré. Et puis il y a aussi des histoires de trajectoire de vie. Tout à l'heure on a parlé du capital économique. T'as aussi le capital social et culturel. Par exemple, tu vois tes parents s'ils sont profs ou enseignants. Bah, tu vas quand même réussir à un peu compenser parce que tu as des bonnes stratégies d'apprentissage, choses comme ça. Si tu es enfant d'ouvriers ou de parents qui sont inactifs, t'as pas de modèle, en fait, à suivre. Du coup, tu te projettes pas vraiment, tu comprends pas vraiment le sens de l'école. Et il y a aussi quelque chose qui est que les parents qui sont pauvres, ils vont pas toujours oser franchir les portes de l'école. De la manière que la crèche, en fait, ils ont peur d'être stigmatisés, ils ont peur d'être jugés. Et donc, t'es pas autant accompagné, en fait, dans l'école. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, je crois qu'il y a des stats là-dessus, que t'as beaucoup d'enfants d'instituteurs qui arrivent à Polytechnique, tu vois, ou dans les plus grandes écoles, parce que justement, je pense le système scolaire est très présent dans la famille et ça les aide de ouf dans leurs études après, quoi. Ouais. Ok, donc dès 5-6 ans, l'enfant il est un peu en décrochage et tu vois comment ça se passe, quoi. Il comprend plus trop la consigne. Ouais, c'est ça, ils comprennent plus trop les consignes, ils mettent du temps à apprendre à lire, en fait, ils mettent du temps à apprendre les fondamentaux. Et ensuite, si j'avance un petit peu, quand tu arrives au collège, c'est là où vraiment tu as des inégalités qui se creusent encore plus. Parce que là où, quand tu étais en école primaire, ben, tu avais un peu ton prof unique qui te connaissait, qui savait que bah à la maison c'est un peu compliqué pour toi, donc il va valoriser en fait l'effort que tu fais. Il va pas vraiment, enfin il note bien sûr, mais il note avec moins de sévérité parce qu'il se rend compte que chez toi c'est un peu galère, etc. Et là t'arrives au collège et en fait tu te prends un bus parce que d'un seul coup t'as 10 enseignants qui ne connaissent pas ta situation particulière, qui n'ont pas le temps en fait, bien sûr, dans leur technique éducative de autant individualiser que quand t'étais à l'école primaire. Et du coup, c'est vraiment au moment du collège, et encore pire après quand on fait des choix d'orientation, que là va y avoir un tri en fait des personnes qui va s'effectuer. Donc on va dire que jusqu'à l'arrivée au collège, déjà t'as cumulé des difficultés, tu portes les stigmates de la pauvreté, mais bon, t'arrives tant bien que mal au collège. Surtout que maintenant, tu sais, il y a très peu d'enfants qui redoublent. Ouais. Donc t'arrives au collège, t'as plus d'enseignement qui est individualisé, et surtout là on commence à te demander à faire des choix d'orientation. Donc important stat, quand tu es pauvre, t'as 20% de risque de t'arrêter au brevet des collèges. Hein. Ok. Donc là, je te parle même pas des études supérieures et tout. Hein. Juste à 20% de risque de t'arrêter au brevet des collèges. Ok. Brevet, c'est terminé, quoi, après, quoi. C'est terminé. Et combien sur les pauvres, je sais pas si t'as la stat, mais combien vont réussir à passer le bac, quoi? Alors du coup, j'aime bien cette stat qui est de dire, bah, sur une classe d'âge, en France, tout le monde a le bac. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, alors, il faut dire que... Faut y arriver, quoi. Faut y arriver déjà jusqu'au bac, donc t'en as 20% que t'as perdu en route, hein, je te rappelle. Et du coup, t'as... Enfin, 20% que t'as perdu bien avant, quoi. Voilà. T'as perdu au brevet. T'as perdu au brevet. Ouais. Et donc ensuite, dans les filières qui te mènent au bac, donc certes, sur une classe d'âge, t'as 80% des étudiants qui vont avoir le bac, mais sur ces 80%, en fait, t'as 45% de bac général seulement,
Ok. Tu as 15%, entre 15 et 20% de bac pro et de bac techno. Ok. Et donc, si tu viens d'une classe défavorisée, tu n'as que 16% de chance d'arriver à ce bac général, contre 60% pour les classes élevées, tu vois. Et du coup, tous les bacs ne se valent pas. En fait, le seul bac qui va te donner accès... Donc, alors, sur les pauvres, enfin, tu nais dans une famille pauvre, tu as 16% de chance de passer un bac général, donc S, ES, L, enfin, je sais pas si c'est encore comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, mais ok. Exactement. Ok. Et si tu vois, c'est le seul bac qui va te donner accès à des études supérieures souvent. Enfin, tu vois. En tout cas, c'est le seul bac qui est bien valorisé et qui va te donner accès à un métier rémunérateur, qui va réellement te permettre de sortir de la pauvreté. Donc oui, 80% des gens ont le bac. Et même j'irai plus loin. Enfin, même ce bac aujourd'hui, enfin comme tu dis, nous les classes privilégiées, on dit ah oui, le bac c'est de la merde. Il y a 90% de la population qui l'a. Donc même ce bac général ne suffit pas, quoi. Donc 16% auront un truc qui ne suffit pas après à t'enrichir et à sortir de la pauvreté, quoi. Exactement. Exactement. Et je te parle même pas des études supérieures. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment. Du coup, tu te retrouves quand même. Donc là, on est arrivé à peu près au bac. Tu te retrouves avec une énorme partie de ces enfants défavorisés qui ont eu tout leur parcours semé d'embûches, qui n'ont pas de diplôme, donc qui sont sans emploi, sans diplôme, et qui se retrouvent en difficulté dans la société. Donc, on s'appelle des NEET. Voilà, c'est un terme américain qui veut dire que t'as pas d'emploi et t'as pas de diplôme non plus. Et ces personnes-là vraiment sont en grande difficulté toute leur vie. Et c'est là en fait que t'es déjà brisé par le système entre guillemets. Et c'est pour ça que je dis que la méritocratie n'existe pas. C'est parce qu'en France, en fait, ton chemin critique pour arriver jusqu'au diplôme, il est hyper déterminé. Il est hyper déterminé. Et en France, si tu n'as pas un diplôme bac, je te parle vraiment du diplôme bac, hein, je parle pas de diplôme après des études supérieures, ben t'as très très peu de chances d'arriver à un métier qui sera rémunérateur par la suite. Ok. Donc tu disais, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, on est le 47e sur les 48 pays de l'OCDE, un truc comme ça, enfin on est avant-dernier. Ouais. Comment ça se fait qu'on soit si mauvais, quoi? C'est notre système scolaire qui fait ça ou? En fait, c'est notre système scolaire en fait qui redistribue pas correctement les cartes. Alors, un autre truc, tu vois, qui est intéressant, c'est que je pense que tu as une fracture sociale aujourd'hui parce que tu as entre guillemets, les riches, enfin, en tout cas, les gens qui payent des impôts, qui se disent, putain, fait chier qu'on n'arrête pas de payer des impôts, on est dans un des pays les plus taxés, il y a plein d'impôts directs ou indirects. Donc, voilà, ne nous dites pas qu'on n'en fait pas assez pour les pauvres. On est dans un pays socialiste, quoi. La France, c'est pas un pays socialiste? Alors, la France, c'est un pays dans lequel, en effet, 30% du PIB, c'est des allocations sociales. Ok. Et ces allocations sociales marchent plutôt bien, puisqu'en fait, donc tout à l'heure, je t'ai dit, il y a 14,5% de pauvres en France. Ça, c'est après distribution des allocations sociales. En fait, les allocations, donc, qui sont majoritairement la sécurité sociale, les retraites, les minima sociaux, donc le RSA, ça corrige en fait cette pauvreté qui serait à 25% si tu versais pas ces aides. Donc on la corrige de 25% de pauvres, on arrive à 14,5%. D'accord. À la base, on avait 25% de pauvres et après avant allocation, on a 25% de pauvres et après on en a 15%, quoi. 14%. Ouais, c'est ça. Okay. Sachant que tu vois par exemple sur le RSA qui est énormément décrit en ce moment, faut savoir que tu as du non-recours. Donc c'est démontré que tu as 30% des personnes qui pourraient percevoir le RSA, enfin qui sont éligibles, qui ne le demandent pas. Ça s'appelle le non-recours. Ok, parce qu'ils sont pas au courant, parce qu'ils... Eh ben, dans 30% des cas, parce que ils veulent pas être stigmatisés comme récipiendaires du RSA, ils veulent pas avouer en fait qu'ils sont pauvres et qu'ils en ont besoin. Donc ça c'est voilà, ils se disent ça va changer, j'en ai pas besoin, etc. Putain, ok. 30% des cas parce qu'ils savent pas qu'ils y ont droit. Ok. Et après, les autres pourcents restants, c'est plutôt des difficultés administratives et d'autres raisons. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que oui, on dépense beaucoup d'impôts pour corriger, en fait, la pauvreté. Mais comme ces actions, ces allocations, elles viennent en correction d'une pauvreté qui existe déjà, tu vois, elles agissent sur l'aval, en fait. Ouais. T'es déjà pauvre, donc oui, on va te donner des allocations familiales. T'es déjà malade, donc on va faire la sécurité sociale. Et en fait, tout est dépensé pas mal sur l'aval, sur les retraites aussi, notamment, qui pèsent énormément dans le budget des allocations sociales. Ouais. Et en fait, il n'y a pas beaucoup qui est investi sur la prévention. Et tu vois, sur l'éducation, sur les enfants. C'est pour ça que chez Break Poverty, on a vraiment voulu concentrer notre action là-dessus. Ouais. Et tu vois, c'est montrer que si tu investis 1 euro en aide à la prévention, à l'éducation, c'est un coût évité de au moins 4 euros, tu vois. Ouais, parce que tu corriges le problème à la source. Ok, mais ça m'étonne pas que les pouvoirs publics en aient rien à foutre, parce que le but des pouvoirs publics, c'est d'être réélus à la prochaine élection. Donc, ils vont acheter des voix avec les chômeurs et les retraités. Et c'est vrai que si tu as un enfant entre 0 et 3 ans, on peut pas changer les couches, qui vote pas, ouais, ils s'en battent les couilles de résoudre un problème qui sera là dans 15 ans, quoi. Ouais, mais c'est dommage que ça va coûter encore plus cher, mais... Ouais, ok. Mais bon, c'est un problème de long terme, donc ça ne les regarde pas, quoi. En vrai, je suis assez d'accord avec toi sur plein de trucs, tu vois. Et puis,
parfois quand j'en parle à des potes, dans des dîners et tout, bon, t'as ceux qui te disent, ok, t'as raison, écoute, on n'est pas dans une méritocratie, on est même dans un pays qui est complètement injuste, mais tu sais quoi, c'est beaucoup mieux, en fait, tu vois, parce que dans un pays, dans un État, pour qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait des princes et des mendiants, il faut qu'il y ait des gouverneurs et des gouvernés, et en fait, il faut qu'il y ait une élite, une noblesse, et pour dans les valeurs qu'ont cette élite, tu vois, ça met plusieurs générations à se transmettre. Donc, écoute, c'est comme ça, tu vois. La vie est un. T'avais Pascal qui avait fait un truc là-dessus, discours sur la condition des grands. Il dit voilà, la vie c'est une pièce de théâtre, on a chacun un rôle à jouer, et c'est comme ça, et c'est le meilleur des mondes possible en fait, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ces gens-là, à part que c'est des énormes enculés Bah ouais, non, mais enfin, j'imagine que ces personnes, c'était sans doute des hommes blancs, riches, cisgenres, hétéros, Ouais. voilà, qui ont leurs privilèges et tu vois, c'est hyper humain, mais en même temps, enfin, évidemment, si t'as des privilèges, t'as pas envie qu'ils soient redistribués, quoi. Ouais, c'est ouais. des siècles de domination. Ok. Donc Pascal, je sais pas quelle était son origine, mais Ok. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un discours de gars qui est né du bon côté du mur, exactement. quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour tous ces chiffres, toutes ces datas et tout. C'est hyper éclairant, même si on comprend. Enfin, on a bien en tête que t'es pas forcément l'expert du sujet. Ça fait 1 an que tu bosses dedans ou 2 ans. Mais donc du coup, voilà, on comprend qu'il y a un vrai problème là-dessus. Et c'est quoi un peu les solutions qu'on pourrait apporter à ça? Donc toi, tu bosses aujourd'hui dans une association qui s'appelle Break Poverty. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Break Poverty et c'est quoi les champs d'action, tu vois, que vous mettez en place pour résoudre ce problème-là? Ouais, alors du coup, on est une association de 20 salariés Ok. qui a été fondée en 2017 par Valérie Daher et Denis Metzger, qui se connaissaient de Action contre la faim. Ok. Donc Valérie, elle a un parcours Dauphine, Sciences Po et 15 ans de travail dans l'humanitaire. Et en fait, elle a monté des antennes d'Action contre la faim à l'étranger. Et avec Denis, qui lui était président d'un fonds d'investissement, ils se sont dit, il faut qu'on crée une solution pour qu'un enfant pauvre ne devienne pas un adulte pauvre. Donc ça a toujours été l'idée de Break Poverty, c'est de lutter contre le déterminisme social. Et voilà, donc on est 20 personnes, on a une action qu'on veut vraiment préventive, là où tu as d'autres acteurs de la solidarité, comme les Restos du Cœur, le Secours catholique, qui sont hyper importants et qui vont avoir une action plutôt curative. Ok. Et nous aussi, la particularité, c'est qu'on a une action qui est collaborative. Donc nos partenaires, c'est des entreprises. Notre business model, il prend des fonds des particuliers et des entreprises et assez peu finalement des pouvoirs publics. Mais on s'appuie aussi sur les pouvoirs publics pour notre mission de plaidoyer. Donc là, par exemple, ça fait 10 jours que toute l'équipe est mobilisée pour travailler sur un amendement. Et donc, on essaye d'avoir des contacts de députés, qu'on fait signer plein d'associations sur une pétition. Enfin, voilà, donc on a vraiment une action qui est systémique. On crée des programmes pour les 3 moments charnières de la vie d'un jeune. Ok. Donc c'est la petite enfance, D'accord. 0-3 ans. On va créer des programmes pour corriger les premiers stigmates de la pauvreté. Ok, donc par exemple, je sais pas, les enfants de 0 à 3 ans, vous allez faire quoi pour les aider? Bah, du coup, on a développé un programme qui s'appelle Pacte pour les premiers pas, où on se met en synergie avec 2 autres associations, qui sont Dons en Nature et Dons Solidaires, pour distribuer des produits de première nécessité à des parents qui en ont besoin. Donc on a distribué des millions de kits bébés, en fait, qui couvrent les besoins d'un bébé entre ses 0 et ses 3 mois. Donc ils contiennent des couches, du liniment, des produits alimentaires de première nécessité. Donc voilà, ça c'est une des actions qu'on met en place pour les 0-3 ans. Ok, très clair. Donc ensuite, tu as les enfants, donc ensuite c'est entre 3 et 17 ans, c'est ça? Enfin, avant le bac, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on fait des actions contre le décrochage scolaire. Ok. Donc là, un exemple que je peux te donner, c'est le mentorat, par exemple, des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ok. Donc tu sais, c'est les enfants qui sont placés parce que les parents n'ont pas la capacité de bien s'occuper d'eux. Et du coup, là, en fait, on met en place du mentorat. Pour les aider à s'inscrire dans des trajectoires de carrière et du coup à essayer de pas décrocher à l'école. Tu cherches des mentors ou pas? Bah oui, on a des associations qui cherchent des mentors. Je pourrais te mettre le lien en commentaire. Ok, tu me mets le lien en commentaire. Ok, avec trop plaisir, bien. ouais. Ok. Et ensuite, du coup, c'est quoi? C'est le dernier champ d'action, c'est quoi? Et le dernier champ d'action, du coup, c'est l'insertion professionnelle des jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. Et donc, pour travailler l'insertion professionnelle, je peux te donner l'exemple de ce qu'on travaille avec les missions locales. Donc, les missions locales, c'est comme Pôle emploi, mais pour les jeunes. Ok. Ça s'appelle France Travail, d'ailleurs. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, t'es jeune, t'as pas de formation, t'as pas d'emploi particulier. Comment on fait pour t'intégrer à ça? Et du coup, nous, on met en réseau des missions locales, des entreprises, pour que les jeunes puissent aller faire des stages en entreprise et voilà, découvrent des métiers qui leur sont accessibles, même s'ils n'ont pas de diplôme. Et les entreprises, elles jouent le jeu? Et les entreprises jouent le jeu, ouais. Nous, en fait, ce qui est super particulier chez Break Poverty, c'est qu'on a vraiment cette coloration assez business.
En fait, on va être moins militant que d'autres associations comme Oxfam, par exemple, tu vois, qui est super militant, super indépendant financièrement. Nous, on décide d'avoir une approche collaborative, c'est vraiment un parti pris. Donc collaborative avec les communes, les collectivités locales, vraiment le politique, et aussi avec les entreprises qui nous financent et qui accueillent des jeunes aussi dans leurs murs. Donc nous, on essaie vraiment de mettre tout le monde en lien et on travaille aussi avec énormément d'associations de terrain. Tu vois, notre programme le plus répandu, il agit dans 40 territoires en France et vraiment, on s'appuie sur des assos locales. C'est quoi le budget de l'association? Vous vous rendez compte de la taille? C'est quoi le budget annuel de l'asso? Le budget annuel, c'est 3 millions d'euros. Ok. Et du coup, pour le financement, on a à peu près 20% seulement qui vient des pouvoirs publics, ce qui est peu, pas de subvention. On a 20% qui vient du grand public, donc les particuliers comme toi et moi qui font des dons. Et 60%, c'est du financement privé, donc qui vient d'entreprises. D'accord. Et donc, sur ces 3 millions, il y a une partie quand même qui est allouée à la masse salariale. T'as quand même des gens qui travaillent toute l'année dessus, quoi, c'est ça? Oui. Et une partie qui est reversée donc directement pour les programmes que vous mettez en place. Exactement. Alors, du coup, j'entends la défiance qu'il y a un peu derrière qu'est-ce qu'on fait de vos dons. Ouais. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'adore m'exprimer. Parce qu'en fait, mon métier chez Break Poverty, c'est de collecter des fonds. D'accord. Donc, en fait, moi, je dois toujours répondre à cette objection qui est qu'est-ce que vous faites de mon argent? Donc, tu as plus de 80% du don que tu fais qui est complètement dédié à la mission sociale. D'accord. Donc ça, tu as 400% de ton don, c'est sûr, il va sur nos programmes de terrain. Maintenant, une asso comme une entreprise, elle a des frais de fonctionnement. En fait, on est obligé d'assurer la pérennité de notre asso. Donc, ça veut dire payer des RH, donc payer des salaires. Ça veut dire payer de l'électricité, payer de la logistique, payer de la compta, des audits des commissaires aux comptes. Les locaux, tout ça. Exactement. Ouais. En fait, tu vois, tu demanderais pas à une entreprise sérieuse qui, je sais pas, moi, qui vend des pots de yaourt, tu veux pas quand ils gèrent leur budget, qu'ils payent que le lait et le pot de yaourt, ou bien qu'ils payent le marketing, la com, enfin, tu vois. Donc, en fait, pour avoir un impact, on est obligé d'investir une petite partie des dons sur la mesure d'impact ou la communication, tu vois. Les gens pensent qu'une fois que tu bosses en asso, tu dois te balader en slip toute l'année en mode Gandhi et tu vois, et que t'as quand même besoin de... ils pensent qu'on travaille avec des tongs et des chewing-gums et que en gros, tu vois, on n'a pas du tout besoin de nous payer nous, mais si. Et surtout, quand tu veux avoir de l'impact, une action de qualité, t'as besoin d'attirer des bons profils. Donc, tu peux pas juste ne pas avoir de frais RH, tu vois. Ok. Alors, donc si on revient sur les différents jobs, c'est quoi les différents pôles un peu? Si moi demain j'ai envie de bosser chez Break Poverty, c'est quoi les différents pôles dans lesquels on peut bosser? Tu disais que toi, ton job, c'était de lever de l'argent, mais c'est quoi les autres? Et après, on rentrera un peu dans le détail sur le tien. Oui, alors du coup, les pôles, en fait, donc je te disais, on est 20 employés. Ouais. Les pôles, en fait, ils suivent notre méthodologie. Donc nous, en fait, notre méthode, c'est premièrement, on va faire des recherches. Donc on a un pôle innovation qui va vraiment faire des recherches de terrain pour qualifier le besoin social sur le territoire. Ok. Et donc là, c'est des profils plutôt conseils, consultants, etc. Ils vont faire des recherches. Ensuite, ils vont faire de la gestion de projet pour créer une solution pilote et en gros expérimenter nos recommandations issues de la recherche. Enfin, je te coupe, mais moi, c'est un truc que je trouvais hyper intéressant sur votre asso et c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir ambassadeur de cette association. C'est que sur la recherche, vous sortez vraiment des bangers, quoi. Genre, c'est des trucs dont on parle très peu, en fait, en France, tu vois. Il y a très, très peu de recherche, qui est fait là-dessus. Et du coup, les recherches que vous faites sur le décrochage scolaire, sur comment ça se met en place et tout, c'est à la fois très détaillé, très nourri, quoi, les recherches que vous faites. Et c'est aussi hyper inédit, quoi. Je sais pas si j'avais déjà vu quelque part des recherches qui t'expliquent concrètement comment se fait le décrochage d'un enfant, quoi. Donc, enfin bref, je te coupe, mais je trouve une des grosses forces de votre asso d'avoir cette partie vraiment recherche, quoi. Ouais, écoute, et d'ailleurs, enfin, je le dis pour ceux que ça intéresse, parce que on a donné plein de chiffres et tout ça, mais donc on peut trouver tout ça sur votre site. Hein. On peut trouver ça sur notre site, et je pense que notre équipe, du coup, Inno sera ravie d'entendre, Okay. ces louanges. Mais du coup, voilà, il y a vraiment une partie recherche, et surtout, ils essayent d'apporter des solutions, en fait, à ce qu'on a observé sur le terrain. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, il y a un moment où, en fait, la recherche passe à l'expérimentation, et on crée des projets pilotes qui durent pendant quelques mois sur un territoire défini pour faire la preuve du concept. Ouais, ok. Une fois qu'on a mené ce projet pilote, on va faire de la mesure d'impact. Donc là, idem, on a des personnes dans l'équipe qui sont formées à la mesure d'impact. Ok. Pour vraiment identifier, est-ce que ces solutions-là, ce qu'on avait un peu intuité comme solution, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça marche sur le terrain? Mais donc c'est hyper long, non, à voir la mesure d'impact un peu, quoi. Ouais, c'est du temps long. En fait, rien que de faire ta recherche, il faut au moins 6 mois, tu vois, pour faire une recherche. Ouais. Donc oui, on parle de temps long. Mais même, enfin, pour la recherche 6 mois, mais pour une mesure d'impact, si tu mets une solution en place, enfin, tu vois, je dis un truc con, mais voilà, tu
tu donnes plus de couches aux enfants à 0 à 3 ans, voir est-ce que ça va augmenter le nombre de bacs généraux, tu vois la stat. Enfin. Oui, en fait, il faut dire aussi que tu fais de la mesure d'impact un peu sur les premières intuitions. Okay. Tu valides ta preuve de concept. Et ensuite, du coup, ce que j'allais dire, c'est que tu as la phase suivante qui est le pôle programme. Ouais. Où là, vraiment, c'est de la gestion de programme. Et l'idée, c'est d'essaimer sur le maximum de territoire le concept que tu as prouvé. Et en fait, là, tu as une mesure d'impact beaucoup plus fournie qui intervient au moment où le projet il a essaimé, tu vois. D'accord. Donc là, c'est vraiment les deux pôles clés. C'est le pôle innovation, le pôle programme. Donc là, c'est le plus gros de notre staffing, en gros, qui est sur ces deux pôles. Moi, je dirige le pôle développement. Donc, mon objectif, c'est de venir en support de ces deux pôles pour faire de la notoriété et de la communication sur nos actions, enfin, pour vraiment porter notre voix et sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la pauvreté en France. D'accord. Et le deuxième volet de mon métier, c'est de lever des fonds. Donc, lever des fonds auprès des particuliers, auprès des entreprises, le maximum. Et tu as un dernier pôle qui est le pôle administratif et financier, qui est super important parce que, comme tu le sais, quand tu es une asso, tu émets des reçus fiscaux. Et donc, tous les ans, on est audité par des commissaires aux comptes. Et là où, dans les années 2000, tu vois, il y a eu des gros scandales sur qu'est-ce que vous faites de nos dons, etc. En fait, il faut montrer vraiment ta probité. Et si tu vas sur notre site internet, tu as tous nos rapports annuels, tous nos comptes, enfin, tout est dispo, quoi. Donc, c'est aussi un pôle. Okay, donc, tu vois très clairement où va ton argent, quoi. Exactement, t'es obligé. En fait, quand t'es une asso, je pense que la période où les assos faisaient n'importe quoi avec le don des gens, enfin, j'espère que c'est révolu. Enfin, on sait jamais, mais maintenant, on est vraiment audité de manière ultra rigoureuse. Enfin, tu vois, on fait super attention, quoi. C'est important que les gens aient confiance et c'est très difficile de restaurer la méfiance qu'il y a eu vis-à-vis des assos, quoi. Donc toi, tu dis, vous avez 3 millions de budget annuel. C'est dur de lever de la thune pour une asso ou pas? Ou est-ce que les gens sont méga en mode, putain, ils se disent, ouais, je m'achète une bonne conscience, je donne un peu. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué, quoi? C'est de plus en plus difficile parce que, en fait, donc l'argent public, évidemment, se réduit. Enfin, on nous donne quand même de moins en moins de subventions. Les entreprises se spécialisent de plus en plus pour demander en fait des reportings assez précis. En fait, assez peu d'entreprises qui font confiance aux assos au point de nous donner une enveloppe et de dire en fait, on vous fait confiance sur le projet, allouez l'argent comme vous voulez. Et ça, c'est nos partenaires les plus précieux. C'est ceux qui comprennent l'importance d'un soutien non affecté à un projet et en pluriannuel. Parce que du coup, de la même manière, quand tu fais des dons à une asso, le nec plus ultra pour une asso, c'est de choper des dons mensualisés. Parce que nous, notre enjeu, c'est de prévoir en fait nos ressources. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est pas facile de capter des dons parce que aussi la cause sur laquelle on travaille, qui est de la prévention, etc., c'est pas hyper facile à communiquer. Tu vois, là, il faut qu'on se mette vraiment sur un temps long pour que je t'explique ce qu'on fait et le rationnel derrière. Ouais. Versus une action où tu vas être beaucoup plus direct. Donc en fait, les gens aujourd'hui en France, ils donnent beaucoup sur l'urgence. Quand il y a eu, tu vois, le tremblement de terre au Maroc, le cyclone à Mayotte en décembre 2024, enfin tout ça, c'est des campagnes sur lesquelles les gens vont vraiment, vraiment donner massivement et heureusement. Mais sur les causes qui sont plutôt de longue haleine, plutôt sur de l'amont, ça touche moins les gens, tu trouves? Je pense que ça les touche, mais il faut avoir leur attention, il faut avoir le temps de leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est dans le temps long. Et justement, moi, je pensais que, au contraire, il y aurait un peu une récurrence dans les dons. Une fois qu'une grosse entreprise, je sais pas, t'avais une grosse entreprise du CAC 40 et tu lui as dit, voilà, il faut nous donner tant de budget. Je pensais qu'après, c'était dans leur budget annuel et qu'ils rediscutaient plus. Tu leur as fait le pitch une fois, ils comprennent ce que vous faites et tout ça. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe en partie comme ça. Enfin, tu vois, pour les entreprises qui ont vraiment une culture de donner, ça existe. En revanche, il faut aussi te dire que nous, on est quand même une relativement petite association. Enfin, 3 millions de budget, c'est vraiment peu. Et du coup, généralement, une entreprise qui est de plus grosse taille, elle va typiquement donner à une grosse association. Enfin, tu vois, t'as un peu un effet de miroir entre les deux. Et du coup, pour nous, on essaie vraiment d'encourager aussi le mécénat des petites et des moyennes entreprises. En fait, faut pas se dire que le mécénat, c'est réservé aux boîtes du CAC 40. Il y a vraiment un enjeu à ce que tout le monde se mobilise, quoi. Que ce soit toi en tant que particulier, toi en tant que chef d'entreprise, et quelle que soit la taille de ton entreprise, tu peux toujours donner à la hauteur de tes moyens. Ouais, tu peux toujours donner quelque chose, quoi. Alors, quand on bosse en association, donc on comprend qu'il y a une vraie économie, l'économie sociale et solidaire. On comprend que c'est aussi pour des profils qui ont fait des super études et qu'il y a des carrières à faire là-dedans. Mais c'est quoi un peu le salaire auquel on peut s'attendre quand on bosse dans ce type d'association? Alors, donc là, je vais m'appuyer sur le baromètre des salaires de l'ESS. Donc, si tu compares les salaires des cadres, donc ça, c'est l'étude APEC, versus le baromètre de l'ESS, tu observes en moyenne, sur les statuts cadres, encore une fois, un écart de 17% en moyenne. Donc, t'es quand même moins bien payé. D'accord. Et le salaire auquel tu peux t'attendre... Donc, t'es payé que 17% de moins que le salaire d'un cadre. Exactement. Okay. À niveau de poste, par exemple, tu vois, un chef de projet dans une grosse boîte versus un chef de projet en asso, t'as environ 17% d'écart. Idem sur les statuts de DG, tu vois, t'es beaucoup. Donc, c'est pas si énorme, non? Enfin, tu vois, encore une fois, hein, j'ai dit ça avec toute ma candeur, mais on s'attend à ce que les gens en asso soient payés au lance-pierre. Enfin, voilà, tu t'es quand même,
enfin, c'est pas si énorme comme écart, non? Alors, je pense que cet écart, il masque aussi des énormes disparités. Tu vois, si tu travailles chez Médecins Sans Frontières, à la Croix-Rouge, dans des très grosses associations, je pense qu'ils ont les reins plus solides pour justement absorber mieux les frais de fonctionnement dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et du coup, mieux payer leur RH. Et ensuite, donc, il faut te dire que généralement, quand t'entres en poste en asso à Paris, t'es à peu près à peut-être 35 000 euros, on va dire, si t'es plutôt bien. Et le salaire de la DG, je sais pas, ça va être 60, 70 000, enfin je sais pas exactement, mais tu vois, après, ce que je veux te dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins d'écart entre le salaire à l'entrée et le salaire de DG. D'accord. Ce qui fait que toi, quand tu viens d'une grande école et que tu avais une trajectoire à te montrer à un salaire à 3 chiffres dès tes 32, 33 ans, là non, tu vois, tu fais une croix sur la trajectoire en fait, c'est plutôt ça. D'accord. Alors tu fais une croix sur la trajectoire si tu restes dans l'économie sociale et solidaire, mais alors peut-être que tu es trop jeune pour le savoir, mais est-ce que du coup il y a des passerelles quand même, et si jamais tu te dis bon j'ai consacré quand même, j'ai quand même donné les 3-4 premières années de ma vie à ça, maintenant il se trouve que j'ai d'autres problèmes, j'ai une famille et tout ça et j'ai envie de gagner un peu plus d'argent, est-ce que il y a des passerelles entre ces deux mondes ou pas? Moi je suis pas sûre, mais je pense oui, enfin tu vois, en fait le truc c'est que quand tu es en asso, tu dois tout faire avec moins. Donc c'est un peu comme l'environnement startup, si tu veux. Ouais. Tu dois absolument être malin pour allouer tes ressources de la manière la plus efficiente possible. Et du coup, tu apprends énormément, en fait. Donc, tu as une courbe d'apprentissage qui est énorme. Tu vois, moi, je suis au CODIR de l'asso. À mon âge, tu vois, j'aurais pas été au CODIR de Sephora. Donc, en fait, je suis exposée à des problématiques hyper intéressantes. J'ai vraiment l'impression d'être au cœur de la prise de décision. Et moi, je m'éclate dans mon taf parce que j'ai ce niveau de responsabilité, tu vois. Ok, trop stylé. Et en termes de réseau, t'as l'impression de tu parles à des big dudes dans les boîtes pour aller lever des fonds et tout ça. Est-ce que le fait que t'arrives avec ça, c'est un prétexte pour aller parler à des gens aussi assez intéressants, non, j'imagine, ou... Ouais, tout à fait. Tu fais des super belles rencontres. Tu fais des super belles rencontres parce que c'est des personnes qui sont intéressées vraiment par ton combat et tu sens en fait que ça résonne très fort en eux. Okay. Donc ça, c'est super. Par contre, le petit défaut que je dois quand même souligner, c'est que tu es toujours dans une relation un petit peu de dominant-dominé. Tu vois, c'est pas une relation de pair à pair puisque par définition, tu as besoin de leur argent. Donc c'est pas non plus tout rose, t'as quand même cette espèce de... C'est un partenariat, mais in fine, on est quand même dépendant des financements que donnent les entreprises. Ok, très clair. Alors, du coup, ouais, on a parlé un peu des salaires, on a parlé concrètement de ce que tu faisais. Maintenant, j'aimerais bien savoir, dans ta vie privée, un peu, comment ça se passe, enfin, le fait de bosser en asso, est-ce que c'est un truc qui est valorisé? Comment ça se passe quand t'es en soirée, en dîner, et que tu dis à tes potes que tu bosses dans une association? Comment ils réagissent? Alors déjà, il y a la plupart qui disent, mais tu travailles, mais t'es pas bénévole, voilà. Donc ça, c'est toujours la première réaction, c'est de s'apercevoir que je suis payée pour ça. Ouais. Ensuite, je pense que honnêtement, c'est super bien reçu. Enfin, la plupart des gens sont assez enthousiastes, ils ont envie de savoir mais pour quelle cause, comment on peut aider, etc. Donc c'est plutôt des réactions positives. Je pense que voilà, il faut juste casser l'image de je suis bénévole en asso, je fais ça le dimanche. Et puis alors aussi, il y a un peu cette réaction de est-ce que je peux venir te filer un coup de main un après-midi? Alors que voilà, en fait, on colle pas des gommettes, tu vois. On a un vrai métier qui s'apprend et qui doit être valorisé. Donc c'est beaucoup de pédagogie aussi pour expliquer ce que je fais. Et j'essaye de pas être dans le jugement. Enfin, je me souviens une fois à une soirée, j'ai rencontré le mec d'une pote et tout sourire, il m'explique qu'il a un nouveau boulot et que il est devenu key account manager chez Uber pour McDonald's, tu vois. Ok. Donc dans ma tête, je me dis, ok, le gars, il est vraiment payé pour que de plus en plus de personnes commandent McDo depuis chez eux, tu vois. Donc enfin voilà, j'essaye juste de pas le montrer, mais chacun ses combats, ok. Voilà. Ouais, c'est pas toujours facile de... Tu as défoncé ce gars ou non, tu es resté calme du coup? Non, je crois que je l'ai un peu défoncé. Ok. Et donc ton pote qui bossait chez Uber, il a pris une petite soufflante. Qu'est-ce que tu penserais par exemple de quelqu'un qui bosse chez Goldman Sachs, tu vois, qui se prend un peu pour un Robin des Bois parce qu'en fait il prend de l'argent à des gens extrêmement riches pour les donner à des gens riches, c'est-à-dire lui. Ouais, je sais pas, déjà j'essaierais de te convaincre de faire des dons parce que bon si t'as un énorme salaire, tu peux aussi faire des super dons quoi. Certes. Et ensuite c'est un chemin. Enfin tu vois, moi je travaillais chez Sephora, je vendais du parfum donc voilà, c'est hyper subjectif, mais je pense que ce qui est important, c'est de se poser les questions. Ouais. Ok, très bien. je prends ce petit taquet au passage avec grand plaisir. Ok, mais donc voilà, bon, de manière générale, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une très mauvaise compréhension de ce que font les gens en association. Et c'est pas trop c'est un truc très inconnu, l'économie sociale et solidaire. C'est pas trop un truc vers lequel tu te tournes quand t'as fait une grande école. Moi, je me rappelle pas qu'on en ait parlé une seule fois dans toute mon école de ce truc-là. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait revaloriser un peu ces métiers-là? Déjà, je pense en comprenant que travailler en association, en fondation, c'est comme travailler dans une entreprise.
C'est-à-dire que nous aussi, on fonctionne avec un budget, avec des objectifs de ressources, des objectifs de charges. On a nous aussi des conseils d'administration avec des assemblées générales trimestrielles. On a aussi une stratégie RH pour recruter les meilleurs talents et des talents qui se complètent. Voilà, on a une grande rigueur en fait dans notre travail de tous les jours. On fonctionne vraiment comme une entreprise. Enfin, tu vois, on a des statuts juridiques, on est audité tous les ans par des commissaires aux comptes. Donc en fait, cette exigence de rigueur existe aussi dans le monde associatif. Il faut vraiment pas penser que en fait, on fait tout à l'arrache et que on dépend de l'argent des pouvoirs publics, ce qui est souvent le cliché qu'on a. Ouais. Ensuite, je pense dire que moi, ça fait encore une fois que 2 ans que j'ai entrepris cette reconversion, mais déjà en 2 ans, j'ai l'impression d'avoir tellement appris. Enfin, tu vois, de vraiment ne plus avoir les deux pieds dans le même sabot, d'avoir développé mon esprit critique, d'avoir appris des compétences. Enfin, tu vois, le fundraising, c'était vraiment une verticale de métier que je connaissais pas du tout. Donc, j'ai énormément appris pendant ces 2 années. Et aussi, pour revaloriser, c'est de dire, enfin voilà, la cerise sur le gâteau, c'est que tu sais pourquoi tu te lèves le matin. C'est que quand tu as des réussites en équipe, tu as un vrai sentiment de fierté, que tu es enfin fier de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi ton taf il est utile, quoi. Tu vois, je pense aussi aux personnes qui ont des enfants peut-être et qui ont envie de contribuer à créer un monde qui soit plus juste, tu vois, plutôt que de nuire en restant dans un métier qui te convient pas. Et tu penses que, enfin, il y a des, je sais pas du tout comment ça se passe d'ailleurs aujourd'hui, mais il y a des cours en école aujourd'hui. Il y a des, tu vois, t'es à HEC, t'as des cours d'économie sociale et solidaire. Ça existe maintenant ou pas? Ouais, il me semble que oui. Enfin, tu vois, en tout cas, quand moi j'étais à HEC, donc j'ai diplômé en 2017, il y avait une majeure qui s'appelait SASI. Donc je sais pas exactement quel était l'acronyme, mais en gros c'était pour travailler dans le social ou dans l'écologie. Et là en ce moment il y a de plus en plus de cabinets de recrutement qui se spécialisent là-dedans. T'as de plus en plus de masters qui se développent. Après tu vois là dans mon métier je suis vachement exposée à des gens de Sciences Po. Je pense que franchement chez Break Poverty t'as peut-être 25% des effectifs qui viennent de Sciences Po. Donc, je pense que c'était beaucoup plus habitué et familier, tu vois, des enjeux que nous en école de commerce. On a 5 super stagiaires qui sont exceptionnels. Et enfin, tu vois, c'est vraiment ouf aussi d'avoir ce sang neuf. Et en fait, en parlant avec mes stagiaires, je m'aperçois aussi que ces problématiques, en fait, elles s'en saisissent. Donc, moi, je suis hyper optimiste. Je pense vraiment que la nouvelle génération va se saisir de ces enjeux parce que c'est urgent et qu'il faut absolument qu'il y ait des têtes bien faites qui travaillent en association. Enfin, on a vraiment besoin de recruter des talents, quoi. Ok, très clair. Donc concrètement, comment est-ce qu'on pourrait t'aider pour la suite? Alors, je pense qu'il faut déjà s'engager, trouver la cause qui nous parle le plus, qui nous prend le plus au tripes, parce que c'est comme ça que ton engagement il est durable et que tu le tiens dans la longueur. Ok. Je pense que vraiment révolution sociale et écologique doivent aller de pair et qu'on doit vraiment vraiment arrêter de détourner le regard et que c'est hyper important de s'engager au global, quelle que soit la cause qui nous touche. Ensuite, une fois qu'on a défini un peu une cause qui nous touche, une asso dans laquelle on a confiance, c'est crucial de faire des dons. Donc il faut vraiment comprendre que le fait de faire des dons, ça doit être un réflexe. En fait, on devrait tous calculer un petit budget à la fin du mois qu'on peut allouer à une association. Si on est imposable à titre particulier, c'est défiscalisé à 66%. Et voilà, vraiment se rendre compte qu'on peut donner soit à titre perso, soit à titre d'entreprise. C'est hyper important de financer en fait les actions de ces associations et de prendre cette habitude. Voilà, donc si je donne 100 euros à Break Poverty, il y a 66 euros qui me seront rendus par l'État, que je paierai pas en impôts, quoi. Exactement, tu donnes vraiment que 33 euros. Ok, voilà. Très clair. Si t'es une entreprise, c'est un autre système de défiscalisation. Très clair. Alors je rebondis là-dessus parce que tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais pourquoi c'est lié finalement les causes sociales et écologiques? On pourrait se dire c'est deux trucs qui n'ont rien à voir, de s'occuper qu'il y ait de la mobilité sociale dans un pays et que les enfants aient une chance d'accéder à des classes socio-professionnelles supérieures et de sauver notre planète, quoi. C'est quoi le lien entre les deux? Alors, c'est que je vois pas l'intérêt, en fait, si tu veux, de restaurer la méritocratie en France si on vit dans un monde où t'as plus de vivants, où t'as plus d'eau potable, où on n'a plus de ressources nulle part. Enfin, tu vois, c'est vraiment deux combats qui doivent aller absolument ensemble. Ok, ouais, effectivement, avoir un univers méritocratique s'il y a plus de planète, c'est un petit peu chiant, quoi. Ouais. Ok, très clair. D'autres manières de t'aider? Il y a déjà en parler autour de soi, parler de Break Poverty, parler de la lutte contre le déterminisme social et faire tache d'huile, en fait, c'est super important parce que c'est en parlant comme ça et voilà, enfin, merci de me donner aussi une tribune dans laquelle je peux m'exprimer pendant 1 heure pour parler du déterminisme social parce que c'est pas un sujet simple, c'est un sujet complexe, donc il faut y accorder du temps d'attention. Et une fois qu'on a fait ce travail d'information, faut vraiment essayer d'en parler autour de soi pour diffuser le message et sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques de la pauvreté. Complètement d'accord avec toi. J'appuie là-dessus et du coup je te laisserai le mot de la fin après. Mais voilà, je pense que
Si vous n'êtes pas convaincu, si vous pensez vraiment qu'on vit dans une méritocratie, on vous mettra les études de Break Poverty, mais je pense qu'il n'y a pas que Break Poverty, il y en a plein, on a cité cette étude de l'OCDE, il y en a vraiment beaucoup. Et je pense, voilà, si vous pensez vraiment qu'on est dans un pays méritocratique, renseignez-vous un peu plus quand même, je pense que c'est important. Et si vous êtes d'accord sur ce constat-là et que vous êtes d'accord sur le fait que c'est quand même frustrant, c'est quand même rageant, trouvez une manière de contribuer. Vous pouvez effectivement faire des dons. Si vous n'avez pas de thunes, vous pouvez trouver une autre manière de contribuer. Ça peut être effectivement en parler autour de vous. Ça peut être commenter cet épisode. Ça peut être plein de choses, quoi. Et puis et je pense que c'est un truc important. Et je pense que, comme tu l'as dit plein de fois, on peut tous contribuer un petit peu, quoi. On n'est pas obligé de contribuer autant que toi. Ça serait top d'ailleurs si vous voulez bosser dans l'économie sociale et solidaire. N'hésitez pas. On recrute des stagiaires. Vous recrutez des stagiaires. Oui. Ok, très bien. Bon, on mettra aussi une annonce de l'offre de stage. Alors. Quel serait le conseil que tu aurais envie de donner à la personne qui nous regarde, qui a peut-être 5-10 ans de moins que toi et qui s'identifie dans ton profil et qui aimerait bien avoir un peu le même type de chemin de vie que toi tu as eu? Alors, si la personne a 5-10 ans de moins, ça fait quoi? Ça fait 20-25. Écoute, je me dis que donc moi, à cet âge-là, j'étais déjà à HEC. Donc, en fait, je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est de réaliser en fait le privilège qu'on a. Première chose, et en fait de s'apercevoir que quel que soit le choix qu'on fasse en termes d'engagement, il sera pas si risqué que ça. En fait, avec un diplôme d'HEC, on peut toujours retomber sur ses pattes. Et en fait, si nous, on ne prend pas ce risque, entre guillemets, qui est vraiment très limité, d'avoir un métier guidé par le sens et de choisir un métier qui contribue au bien commun, en fait, qui peut prendre ce genre de risque? Tu vois, c'est pas une personne qui est en galère, qui va choisir de couper son salaire par 3, quoi. Donc, je pense qu'on a un vrai enjeu à prendre ce risque, en fait, de l'engagement. Et que ce qui est le plus risqué pour moi, c'est de rester enfermé dans une carrière qui est nocive par rapport à tes valeurs humanistes, qui est dictée par un schéma capitaliste et complètement, illusoire, tu vois, finalement. Mmh. Et du coup, je pense que le vrai risque, c'est de rester enfermé dans une carrière qui n'a pas de sens. Ok, donc vraiment se poser les bonnes questions de ce que je vais faire de ma vie, quoi, tout simplement. Mmh. Ok, écoute Morgane, merci beaucoup. Merci à toi.